on n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà, le problème c'est l'Afrique, c'est pas l'immigration. Merci. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau débat. Aujourd'hui on va parler de la radicalité, de la nuance. Est-ce qu'il faut justement être de plus en plus extrême pour se faire entendre, pour être audible, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateaux télé? Est-ce que c'est ça qui va permettre qu'on repartage très massivement une opinion? Alors que les partis comme les Républicains ou le Parti Socialiste semblent être aspirés par la logique macroniste, les partis extrêmes semblent être ceux qui émergent politiquement comme différenciants par rapport à notre actuel président de la République. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prête, toi, Mathilde? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, non, Trouvez ça normal? Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme là, merde! Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde! Faites la paix! Donc on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Tanguy David. Salut Tanguy. Salut. On est ravi de t'accueillir. Tu es militant pour Éric Zemmour, pour la campagne d'Éric Zemmour. Tout à fait. Et tu as fait beaucoup parler de toi, notamment par plusieurs interventions marquées sur TPMP, Oui, où quelques verbes acerbes et quelques rhétoriques ont marqué la toile. toujours. Je suis en train de prendre le métro, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive, qui m'hurle au visage en disant « Eh Tanguy, machin, etc. » Moi, j'en ai rien à faire. Vous venez me voir, vous me dites « Excusez-moi, je peux vous parler ?» On discute, Mais tu crois que les gens parlent comme ça, Tanguy? On accueille aussi Rémi Goubert, qui est membre du Parti Socialiste et cadre de l'UNEF. Salut Rémi. Bonjour. J'aimerais du coup commencer avec cette question. Peut-être qu'elle vous parlera plus qu'à des générations plus antérieures, mais on est né, nous, avec cette idée que la nuance disparaissait au fur et à mesure qu'on s'intéressait, nous, à la politique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce qu'aujourd'hui, ça paraît impossible de pouvoir être extrêmement viral ou même audible avec de la nuance? Tanguy? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte avant tout, c'est de pouvoir exprimer librement ses idées, et que la radicalité est une certaine forme de nécessité pour pouvoir aujourd'hui parvenir à se faire entendre sur certains sujets, peut-être plus que sur d'autres, mais qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'être radical, aussi bien lorsque l'on fait, je pense, des réformes quand on est aux responsabilités, que lorsque l'on veut exposer des idées et présenter ses arguments. Je pense qu'il faut être dans la radicalité, en tout cas dans le verbe, dans la parole, pour pouvoir peut-être réussir à percuter, à convaincre, et finalement à briser le plafond de verre qui permet parfois, enfin qui empêche plutôt de se faire entendre sur des sujets qui sont pourtant assez importants. Mais est-ce que c'est pas au final un risque aussi d'attiser les tensions et de ne pas tellement résoudre des problèmes et plutôt titiller une base militante? Mais à partir du moment où on est radical sur des plateaux télé et qu'on gagne des milliers pour se faire comme Éric Zemmour, c'est-à-dire que pendant des mois et des mois, il a été radical sur des plateaux télé, il a gagné des milliers pour se faire et il a constitué sa base ainsi. Il y a une radicalité qui est nécessaire, mais il faut savoir où. Il faut être radical dans la réforme. Et c'est ça aussi le but de la gauche. C'est être radical dans la réforme pour éviter de l'être dans la rue. Parce que si on n'est pas radical dans la réforme, si lorsque la gauche arrive au pouvoir et déçoit, ce qui est toujours le cas parce qu'on n'espère pas avec la droite, on n'espère pas avec Pécresse, on n'espère pas avec Le Pen, on n'espère pas avec Macron, ni avec Zemmour. Avec Zemmour, sens. on peut. Aujourd'hui, on ne peut pas espérer avec Zemmour. Si la gauche arrive au pouvoir, il faut qu'elle soit radicale dans la réforme. Il faut qu'elle fasse des réformes sur le service public, sur l'éducation, sur la mixité, sur la régularisation des sans-papiers, etc., etc., pour ne pas être radical dans la rue. Personne ne veut voir les gens se battre dans la rue. Personne ne veut voir les gens être violents. Par contre, et là peut-être qu'on peut être d'accord, il y a une radicalité à avoir face à l'extrême droite. Je le considère. L'extrême droite est un combat que tout le monde mène un combat contre l'extrême droite. L'extrême droite, ce sont des idées que nous avons connues au XXe siècle, des vieilles idées. Tu n'es pas d'extrême droite? Je ne suis pas d'extrême droite, moi je suis de droite, de la droite dure, voilà. Mais non, l'extrême droite pour moi c'est quelque chose qu'il faut combattre, qui porte des idées qui sont nuisibles, qui créent des tensions. Mais je pense qu'il faut être aujourd'hui, En tout cas, je me considère comme étant de droite. Je pense que ce sont mes idées qui sont aujourd'hui majoritaires dans le pays et qui peuvent apporter les meilleures solutions. Et celles d'Éric Zemmour notamment, puisque Éric Zemmour n'est pas d'extrême droite mais bien de droite. C'est bien quelqu'un qui propose un projet en français, qui souhaite lutter contre la radicalité, la dangerosité de l'extrême gauche, celle qui nous agresse dans nos meetings, celle qui vient m'insulter. La radicalité des antifascistes, et moi je le dis, je suis de gauche et je suis antifasciste. Et il ne faut pas avoir honte d'être de gauche et être antifasciste. On peut être de gauche, mais l'antifascisme est quelque chose de grave. L'antifascisme et la violence de l'antifascisme, c'est une réaction. C'est une réaction à la violence du fascisme, à la violence de l'extrême droite et à la violence des propos que peuvent tenir certains candidats. Et je termine, comme ceux d'Éric Zemmour. Quand Éric Zemmour explique qu'il y a des prénoms français et des prénoms qui ne sont pas français. Oui. Soit le prénom n'est rien, puisque c'est ce que vous avez l'air de dire. Et je ne vois pas pourquoi
on ne donnerait pas un prénom français. Soit il est marqueur de l'identité. Il a raison. Ça heurte des millions de personnes dans faux. ce pays qui C'est sont faux. français, qui payent des Français. C'est Et il faut faux. dire ça à Ahmed, le gendarme tué par des terroristes à Charlie Hebdo, Non, qui était gendarme, Voilà. qui était policier, et qui Voilà. était français et qui s'appelait Ahmed. Et Voilà. il faut aller dire à sa famille, il faut aller lui dire sur sa tombe, ton prénom n'est pas français, On donc tu es retrouve moins français. tout à fait la technique larmoyante de la gauche qui essaye de nous faire peur, qui essaye de sensibiliser sur, d'utiliser certains cas comme celui de ce policier qui a été tué, ce qui est assez s'appelait Ahmed. Ce qui est assez abject dans le fond, d'utiliser quelqu'un de décédé pour Ah, mais pouvoir on faire peut passer. utiliser des Non, mais prénoms, c'est assez, voilà, ça Bah, en dit non, mais il long est sur la français ou pas méthode. Non, ça en dit long. Non, mais je veux dire, c'est pas le sujet. Ça en dit Bah, long sur la pour méthode de Éric la Zemmour. gauche. Mais quel rapport avec Un Éric prénom Zemmour français, un prénom non français, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais Le prénom, un prénom français, c'est l'essence même d'une personne. Après, Éric Zemmour voulait tout simplement que les personnes adoptent un prénom français qui soit issu du calendrier Il voulait. chrétien. Il est revenu dessus alors. Qui est issu du calendrier des saints chrétiens. Voilà, On simplement. est pas dans Il un a pays pas dit- laïque. Et alors Ah mais on est dans un pays laïque, le calendrier, c'est le calendrier Mais la France, géorgien. mais il me S'il semble ne que veut plus que la France soit laïque, dans ce cas-là, il faut aller ailleurs. La France, il me semble qu'elle est quand même la fille aînée de l'Église. On a quand même 13 siècles d'histoire derrière Oui. nous, catholiques, et je On a pense que aussi ce un n'est pas partage anné de l'histoire aujourd'hui. avec l'Algérie, avec toute l'Afrique Non, subsaharienne. non. L'Afrique aujourd'hui se déverse en France et c'est un grand problème. Nous avons besoin de quoi contrer cette invasion migratoire et je pense, Emmanuel Macron a fait entrer 2 millions d'étrangers pendant son quinquennat. pas vrai. Si. Et, si. On mettra les chiffres. Je les ai, hein. On mettra les chiffres officiels de toute façon. Faut zoomer sur la fiche, ça vient de l'INSEE. Non. Hein L'INSEE trafique les chiffres, c'est bien connu. Et Emmanuel Macron. Oui, mais ça c'est une rhétorique facile. Au-delà des chiffres, parce que nous pour le coup, au Crayon, on essaye de faire en sorte que les débats aillent sur les idées plutôt que sur les chiffres, parce que même si les chiffres étaient inférieurs, Oui. tu serais quand même contre l'immigration. Évidemment. D'accord. Donc, Évidemment. Du coup, le sujet n'est pas les chiffres. Mais je n'ai pas un problème avec les Arabes, comme certains ont tendance à le dire. Je préfère le rappeler. Mais contre l'immigration qui vient pour imposer sa culture, pour imposer sa religion et ses manières de faire dans un pays qui a déjà les siennes, tout simplement. Est-ce que tu es d'accord avec Jean-Marie Le Pen qui dit bon, l'immigration J'apprécie ça va, Jean-Marie si Le c'est Pen. l'honneur de Massy, ça va. Vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, le deuxième partie de la question. Dans un certain sens, oui. Quand c'est bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bah, c'est sûr que c'est très bien, ça nous a apporté beaucoup, il me semble. Hein. D'accord. Mais c'est mieux que des gens qui viennent pour casser, qui viennent pour agresser les Français, leur voler leurs logements sociaux et pour jouer aux racailles, c'est-à-dire ceux qui m'agressent à peu près au coin de rue toutes les semaines. Oui, les racailles que l'on voit étrangères qui viennent et qui, voilà, Oui, mais les si sauvages comme je les appelle. Oui, mais si ces gens-là ont les papiers français, je prends pas une défense de gauche, mais si ces gens-là ont les papiers français, est-ce qu'ils sont moins français? Et est-ce que cette rhétorique, et je vous pose la question, c'est justement pas une rhétorique radicale qui finalement ne convainc que ceux qui sont déjà convaincus? Non, mais je pense que ce sont des jeunes Français. Non, mais je pense que ce sont des jeunes Français de papier qui, sont là uniquement pour profiter du système. Il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui, et je pense que le système français, le système social, le système social français. Ça veut dire quoi, profiter du système le social? Système social français, ceux qui viennent pour profiter des aides et pour profiter des logements sociaux. La fraude sociale, aux aides sociales. J'ai pas dit ça. Bah, qui viennent pour profiter des aides sociales qui sont allouées, voilà, tout simplement. Donc c'est combien? Mais aussi des logements sociaux, d'accord? Il y en a beaucoup, on le sait très bien. Et aujourd'hui, je pense que ces personnes sont nuisibles à la société. Elles prennent la place des Français, tout simplement nuisibles. Et je pense, comme l'a dit Éric Zemmour, qu'il faut nettoyer tout ça. Qu'il faut aujourd'hui passer un grand coup pour que nous puissions enfin vivre sereinement en France et surtout avec les Français. Je vais me permettre de répondre quand même. Vas-y. Parce que là, on utilise un langage particulier. On parle pas d'une chaise ou d'une table. On va pas nettoyer les gens. On va pas nettoyer les gens, on va pas blanchir les gens. On va nettoyer. Quand on nettoie, souvent c'est lié blanchir parce que lorsqu'on nettoie, on utilise des produits, la javel, etc. Blanchir les gens, parce que c'est ça. Il y a pas de problème avec l'immigration. Éric Zemmour n'a pas de problème avec l'immigration. Il a un problème avec les Noirs et les Arabes. C'est faux. Et précisément les Arabes. Éric Zemmour ne m'a jamais rejeté alors que je suis noir. Éric Zemmour n'a aucun problème. Mais peut-être que d'autres dans le mouvement, si. Non. Éric Zemmour n'a aucun problème. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Éric Zemmour n'a pas de problème avec les Noirs ni les Arabes. Il a un problème avec l'immigration. D'où qu'elle vienne. Mais non, il accepte les migrants ukrainiens, même s'il a mis du temps. Oui, non, mais alors l'immigration qui vient pour profiter. Je ne crois pas que les Ukrainiens viennent pour profiter. Ils sont victimes d'une guerre qui est terrible, qu'il faut condamner par ailleurs. Et condamner Vladimir Poutine. Il faut condamner Vladimir Poutine, je le condamne. Et voilà. N'allons pas sur la guerre. J'aimerais qu'on revienne justement sur ce sujet de la radicalité, dont ces 5 premières minutes ont été un bon exemple. Moi, j'aimerais vraiment comprendre et qu'on pose nos cerveaux pour se dire, est-ce que ces discours-là, en fait, arrivent à convaincre ceux qui ne sont pas déjà convaincus par le discours? Parce que je pense que c'est ça aussi l'essence et du débat et de la politique. C'est de réussir à convaincre des gens qui n'étaient à la base pas convaincus. Et sinon, en fait, j'ai envie de vous dire, la politique serait figée. Tout à fait. Une année serait vraie 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui fait que ça change du coup? Est-ce que c'est des propos radicaux?
Mais alors, permettre de changer. Il y a deux phases à mon sens. La radicalité dans l'expression peut être un moyen d'amener les gens à s'intéresser. Les fémènes ont des actions radicales parce que ça choque, parce que ça fait parler. C'est repris par les médias. Le ring, on est là pour se taper dessus aussi. C'est repris, c'est ce qui. Et voilà, et ça pour fait penser parler. des idées, et ça fait parler. Voilà. Bon, c'est fait exprès. Et donc il y a cette première phase de choc, de radicalité, de mots qui peuvent être acerbes, bon qui permet d'intéresser. Puis ensuite, on gagne jamais à être dans la radicalité. L'extrême gauche, que je respecte, Et dans n'est la jamais radicalité. arrivé au pouvoir. L'extrême droite n'est jamais arrivé au pouvoir. Pour le moment, même s'il y a un risque, il faut toujours avoir le centre ou être un petit peu Oui, plus. c'est ce qu'on dit en France, une élection se gagne sur le centre. Oui, mais regardez le taux d'indécision. Les gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Il y en a qui vont se décider là. Il y en a qui vont regarder cette vidéo, ils vont se décider là. Et ils vont se décider dans l'isoloir. Ça veut dire que la radicalité, si Zemmour, par exemple, qui est une preuve même de la radicalité, on peut pas l'interdire. Heureusement. Qui dit des choses qui sont de l'impensable, qui remet en cause l'innocence de Dreyfus. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Zemmour connaît l'histoire. Bah, il la connaît mal. Zemmour connaît l'histoire, contrairement à l'ignoble torchon qui s'appelle. Non, contre l'histoire. C'est un sale torchon qui s'appelle Zemmour contre l'histoire, qui vient essayer de le discréditer, etc. Face à un homme qui connaît parfaitement bien l'histoire, dont c'est le credo. Voilà, Zemmour connaît l'histoire mieux que quiconque. Zemmour connaît l'histoire mieux que quiconque. Zemmour connaît l'histoire mieux que quiconque, en tout cas mieux que beaucoup. Pour la radicalité, donc voilà. Première phase, on peut être radical pour intéresser, pour intriguer. Mais après, il faut élargir sa base. Parce qu'on n'est jamais élu sur sa propre base. À moins que dans ce cas-là, on ait quelqu'un de très charismatique avec un grand parti organisé. Aujourd'hui en France, les partis organisés, malheureusement, parce que les partis politiques, ça fait la politique. Et quand on voit l'état du PS, dans lequel je suis fier d'être. Qui est en miettes. Quand on voit l'état de LR, on devrait s'inquiéter. Parce que c'est écrit dans la Constitution, les partis politiques participent à la vie démocratique de notre pays. Mais ils ne convainquent plus, c'est pour ça qu'ils disparaissent, tout simplement. Oui, mais ça dure combien de temps? Ils n'ont pas les solutions pour le pays, c'est pour ça qu'ils disparaissent. Non, c'est pour ça qu'ils disparaissent aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont aussi nuancés, peut-être, Tanguy. Un peu trop. Et c'est pour ça qu'ils disparaissent. Quand on voit Reconquête aujourd'hui. C'est une forme de raison. Non, quand on voit Reconquête aujourd'hui, c'est un parti qui est dans la radicalité, qui va droit au but, mais si, qui nous parle. Pourtant, il aime pas beaucoup Marseille. Il y était encore il y a quelques jours. Oui, mais il aime pas beaucoup Marseille au bout de ses déclarations. Il y était encore il y a quelques jours. Bon, c'est totalement faux. J'invite chacun à vérifier. Non, c'est pas les Marseillais, c'est la racaille de frère de Zidane qui l'a viré d'un terrain de foot que Zemmour avait payé. Zidane appréciera que son frère est une racaille. C'est pas grave. Mais c'est vrai que son frère. Mais Zemmour avait payé par ailleurs et l'autre s'est permis de le foutre dehors, ce qui s'appelle être un peu malhonnête. Non. Oui, mais c'est la honte. Il paye son foot, mais il oublie de payer ses courses. C'est pas vrai. C'est la géométrie variable. Non, c'est faux. Ça arrive à tout le monde. Mais ça arrive à tout le monde, c'est petit de l'attaquer. Oui, mais et l'ancien président Hollande allait apporter des croissants à sa maîtresse en sortant de l'Élysée. De dire voilà, chacun ses casseroles. Bon, mais voilà. On revient à la fameuse histoire du scooter. Toujours. Mais voilà, mais Éric Zemmour, lui, se balade pas en scooter pour faire ça. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Tu parlais du fait que la nuance dans les partis. Oui, voilà, Reconquête parle directement aux Français. Contre leurs intérêts, en fait, même politique. Oui, mais il faut avoir une certaine nuance, mais il faut savoir la mesurer. C'est-à-dire qu'on peut pas être, je sais pas moi, on peut pas être nuancé d'un point de vue qui serait presque extrême, parce que sinon on en perd sa radicalité. Et je pense qu'il est important, comme le fait Éric Zemmour aujourd'hui, de rester sur des thèmes qui sont importants. L'immigration, c'est des thèmes importants. Mais évidemment, ce sont les enjeux évidemment, l'immigration, la sécurité, évidemment aussi les enjeux sociaux, bien sûr. Il y a 9 millions de pauvres, etc. Évidemment, il est temps de s'en occuper. Je suis ravi de mais c'est normal, qui peut l'ignorer. Il est temps aujourd'hui. Non, Zemmour ne l'ignore pas. Il est aujourd'hui temps de s'en occuper, évidemment. Et donc, je pense qu'en plus de l'immigration et de la sécurité, le social est quelque chose dont il faut s'occuper grandement. C'est important aussi, évidemment. Il faut s'occuper des gens. Bon, voilà. Mais ça passe aussi par l'immigration de s'occuper des gens, évidemment, parce que les gens sont envahis et chassés de chez eux. Donc forcément. On n'est pas envahis. Il y a une invasion. Mais c'est Renaud Camus qui dit ça. La théorie du grand remplacement. Mais il est très bon, la théorie du grand remplacement. Oui, enfin là, c'est plein de la nuance. La théorie du grand remplacement est une théorie qui est fausse. Le grand remplacement, c'est quoi? C'est une notion qui dit qu'il y a une organisation, que les pays étrangers s'organisent, ou que les populations s'organisent pour aller dans un autre pays pour remplacer la population. C'est pas du tout ça. C'est une civilisation qui en remplace une autre. Non, c'est faux. C'est une civilisation qui en remplace une autre. Laisse terminer Rémi. Non, mais c'est pas vrai. C'est une civilisation qui en remplace une autre. C'est pas ça le grand remplacement. On n'était pas censé parler. Non, mais termine sur le grand remplacement. Oui, sur le grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a une population ou plusieurs. Bon, on sait bien que c'est les Noirs, les Arabes, surtout les Arabes. Non, c'est faux. Il faut être très clair. C'est faux. Personne n'a dit ça. Mais il faut être très clair dans les propos. Lorsqu'on parle des prénoms musulmans, lorsque Éric Zemmour parle des prénoms musulmans en permanence, il ne parle pas de l'immigration ukrainienne. Et là, tout le monde est ravi, même Gérald Darmanin, d'accueillir d'ailleurs. Ils ont mis du temps. Ce sont des gens qui sont victimes de guerre, etc. Oui, mais en Syrie aussi, c'était victime de guerre. Mais en Yémen aussi. En Algérie, ils sont victimes de guerre en ce moment, ceux qui viennent aujourd'hui. Il y a une situation qui non, c'est faux. À un moment donné, il y avait des conflits. Aujourd'hui, non. Ils viennent pour profiter. Et nous n'avons pas besoin de ces gens aujourd'hui. Sortons du sujet de l'immigration dans ce cas-là et allons sur ces questions aussi un peu presque électorales. Beaucoup de gens regarderont ce débat même après la présidentielle et on verra ce qu'il adviendra, mais on a l'impression aussi que c'est on va dire l'espèce de
d'abandon de radicalité de Marine Le Pen et même de Jean-Luc Mélenchon dans cette fin de campagne qui leur permet aussi de rassembler plus largement. Est-ce que c'est pas aussi une erreur de Zemmour, mais même potentiellement de d'autres politiques, que en continuant cette radicalité, au moment décisionnel, au moment le plus important, ça fait quand même peur à des gens qui cherchent pas forcément à bouleverser l'ordre établi des choses. Mais Éric Zemmour est le meilleur agent électoral de Macron et il permet à Le Pen Pourquoi ça Pas autant que Marine parce Le Pen. que la radicalité d'Éric Zemmour, et d'ailleurs tu seras bien mal quand il va falloir que tu appelles à voter Le Pen si elle est au second tour, ce que je ne souhaite pas, parce que Éric Zemmour ne sera pas au second tour. Il sera au second tour, il sera ni président de la République, mais la radicalité, c'est la fenêtre d'Overton, ça s'appelle la fenêtre d'Overton. Moi je ne vais pas faire mon professeur, mais c'est intéressant. Fais-le pour ceux qui ne savent pas. La fenêtre d'Overton, c'est un procédé par lequel, lorsqu'il y a une personne plus radicale que soi, eh bien on paraît plus sympathique, peut-être plus républicain. En fait, ça a permis, et c'est parfait pour Marine Le Pen, de finir son processus de dédiabolisation. C'est-à-dire que Marine Le Pen, aujourd'hui, on n'a plus honte de dire qu'on soutient Marine Le Pen. Et on n'a plus honte de dire qu'on est au Rassemblement National. Alors je vous rappelle que le Front National a une histoire particulière, c'est un parti comme les fondé autres. par des gens particuliers, etc. C'est faux. Donc Éric Zemmour est le meilleur agent électoral de Macron. Pourquoi ? Parce que face à Le Pen, Macron considère qu'il peut être réélu, sauf que ça a l'air difficile au vu des derniers sondages. Et Marine Le Pen, ça permet d'avoir une nouvelle base électorale, que Zemmour fait peut-être voter des abstentionnistes, etc. D'avoir une nouvelle base. Ou des gens des Républicains, par exemple. Ou des gens des Républicains. Et ça, c'est la fin de... Vous voyez, et je termine sur ça, parce qu'il faut que Tanguy parle aussi, même s'il parle beaucoup. Il y a des mouvements politiques comme Zemmour, comme la France Insoumise, qui ne durent pas dans le temps long. Je pense pas que ça va durer longtemps. Par contre, sur une présidentielle, c'est coup de poing. Donc, dans les élections locales, ça fait pas beaucoup de bruit. Sur les élections présidentielles, c'est coup de poing et ça peut changer le cours des choses. Et moi, j'ai peur que Le Pen ait une grosse réserve de voix. Et avant, je disais, les électeurs du Front National n'étaient pas racistes. Pas tous, pas du tout. C'est vrai. Par contre, les électeurs d'Éric Zemmour, moi, je ne les méprise pas. On ne méprise personne, ça c'est l'apanage de la bourgeoisie, de l'aristocratie. On ne méprise personne. Parce que ça c'est compliqué, le mépris c'est terrible. Quand on a 18 ans, comment peut-on voter Éric Zemmour ? Parce que les enjeux c'est le social et le climat. C'est pas l'immigration. Si vous voulez vous renseigner, vous regardez les chiffres, vous regardez. Non mais pardon, ce sont des enjeux qui sont évidemment. Mais à mon sens, ce sont mes enjeux. Oui, ça peut être des enjeux différents pour Tanguy. Pardon, c'est un discours officiel ? Non, je peux parler. Non, mais comment dire, ce sont des enjeux qui sont importants pour tout le monde, le social et le climat évidemment, surtout quand on a 18 ans. Hein, mais voilà. dans ce cas-là, il faut le dire à Eric. Hein. Je sais que le réchauffement climatique est quelque chose qui nous pend au bout du nez, qui est grave. C'est pas une création. Évidemment. Une création de qui ? Des Chinois. Mais non, on le voit aujourd'hui, il y a qu'à regarder les chiffres, etc. Franchement. Pourquoi il se complaît à appeler le monsieur qui expliquait que c'était une invasion, pas une invasion, mais tu vois, tu m'emmerdes avec tes trucs d'invasion. Tu parles du grand président Trump ? Ben voilà, le grand président Trump qui expliquait que c'était une invention des Chinois. Qui soutient Eric Zemmour ? Ce sont pas des gens qui croient, c'est pas des gens jouzel, c'est pas des spécialistes de la question, c'est des gens qui théorisent le fait que c'est une putain d'invention des Chinois. Mais laisse les Chinois tranquilles, franchement. C'est une invasion, c'est pas une invention, pardon. C'est quelque chose qui est réel. Voilà, le réchauffement climatique, on le voit. Le social, il y a des pauvres aujourd'hui énormément. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Voilà, qu'il faut. C'est un peu les deux thématiques qui avaient été énormément discutées pendant les Gilets jaunes. Mais qui sont importantes. La fin du monde et la fin du mois. Mais ils ont raison, ce sont des thématiques qui sont importantes. Et Zemmour, il parle de quoi ? De la fin du monde et la fin du mois ? Il faut. On parle pas de Zemmour. Il faut s'en occuper. Éric Zemmour, lui, pointe des sujets qui sont également très importants, aussi importants que cela d'ailleurs. Ah oui ? Qui sont encore une fois, qui sont encore une fois de la sécurité. Quand on voit qu'un jeune homme juif a été écrasé par un tramway au mois de février après avoir voulu s'échapper après une agression par des racailles, j'ai hâte de connaître l'identité de ces racailles d'ailleurs. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire quoi l'identité ? Comme ça. Leur prénom. Savoir si c'est une. Non, il faut dire les choses. Je dis ça comme savoir ça. s'il s'appelle Mohamed. Oh, franchement. Qu'est-ce que tu vas en tirer ? C'est petit, mais c'est marrant, c'est toujours la gauche qui revient sur ce genre de racialisme en mode. Est-ce que non, on sous-entend ce qu'on veut. Mais c'est toujours la gauche qui revient sur mais c'est parce qu'il s'appelle Mohamed, etc. Moi j'ai pas parlé de ça. Avec les Mohamed. Moi non plus. J'ai pas parlé. Nous on n'a pas de problème avec ces gens-là. Moi j'ai pas. Avec ses citoyens, ses compatriotes. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est une jolie chanson ces gens-là cependant. En effet. Mais mais je veux dire, voilà, j'ai hâte de savoir encore une fois qui agresse et qui commet ce genre d'exaction. Hein, des individus qu'il faudra punir, qu'il faudra expulser du territoire quand on découvrira qu'ils sont des délinquants étrangers. C'est très intéressant. Tu considères de fait que ce sont des gens que l'on va pouvoir expulser parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont immigrés. Mais je vais t'apprendre une chose peut-être. Il y a des Français bien blancs, bien comme moi, qui agressent des gens, qui violent. C'est quelque chose qui vous obsède la couleur de peau, ça. Bien blanc, bien comme moi. C'est quelque chose qui vous obsède la couleur de peau. Non, tu peux me tutoyer, tu sais. Qui t'obsède la couleur de peau, pardon. Non, mais vous, la gauche, pardon. Mais je veux dire. Elle ne m'obsède pas, c'est toi qui sous-entends que ces gens auraient peut-être une connotation dans leur prénom qui serait étranger. En tout cas, qui serait expulsable. Mais on peut pas expulser des Français. On peut pas expulser des citoyens français. On n'expulsera pas des citoyens français. Évidemment, on expulsera les délinquants. On expulsera les délinquants étrangers qui commettent des crimes et des viols, des exactions qui violent en toutes sortes. Mais les Français qui violent iront en prison. D'expulser des étrangers qui commettent des crimes en France ? Ça paraît logique. Enfin, c'est le bon sens. Non, mais c'est vraiment une question pour le coup. Je vais te répondre. Ultra naïve même. Très naïve.
il faut savoir pourquoi ils viennent aussi. Profiter. Poser cette question, c'est peut-être aussi sous-tendre qu'il y a une majorité d'étrangers qui commettent ces non, faits-là. vraiment pour le coup, Non, mais je juste veux dire, le c'est cas ce qui est. particulier. Faut expulser des étrangers. S'il n'est pas possible de les expulser, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que c'est-à-dire que comment on fait pour expulser les gens? C'est vrai qu'il y a une logique concrète derrière des expulsions qui sont très difficiles à mettre en place. On va créer un ministère de la rémigration avec des En avions effet, à la Henri de Lesquin. Mais Éric Zemmour l'a dit, il mettra en place des charters pour permettre la rémigration. Oui, bien sûr. Mais tu sais ce que c'est? Pour mettre en place la rémigration de tous ces étrangers dont on ne veut pas, comme il l'a dit. Voilà, mais ça, qu'est-ce qu'on en sait? De tous ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas, et qui doivent revenir. Les Français ne veulent pas, mais les Français n'en veulent pas et qui doivent repartir d'où ils viennent. Parce que Français nous n'en avons pas besoin de ces gens, tout simplement. La France, elle n'avait pas besoin non plus des Espagnols. Elle n'avait pas besoin des Italiens de l'ancienne immigration. Les temps ne sont pas les mêmes. La France, c'est pas un pays qui prend des gens par besoin. C'est pas un pays métissé non plus, la France. C'est pas un pays métissé. Alors là, non. Là, on entre dans la créolisation. Non. Mais on vient d'où, nous? La France est un pays. Les Gaulois, ils sont colonisés par qui? On se fait coloniser. On est un peuple colonisé qui colonise après, d'ailleurs. On parle aujourd'hui où on n'a pas besoin de créolisation, de métissage de la société. C'est le cas. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas besoin de métissage, on n'a pas besoin de créolisation de la société, c'est un fantasme. Je sais pas pourquoi on aurait besoin de rajouter quelque chose dans la civilisation française qui va très bien aujourd'hui. On n'a pas besoin de ces gens-là, pardon. Non, la société va pas très bien. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà, le problème c'est l'Afrique, c'est pas l'immigration. Merci. Il faut dire les termes. L'immigration. Si le problème c'est l'Afrique, alors on gère l'Afrique. On s'occupe de l'Afrique. On n'a pas à s'en s'occuper de l'Afrique. Non, est aujourd'hui massivement africaine, il faut le dire. Ben non, tu vois, non, mais on parlait des chiffres, mais non, mais si. 47,5, c'est les chiffres de l'INSEE. Alors peut-être Zemmour dans une alors les chiffres de l'INSEE, j'y prête même pas attention. Vous nous enverrez vos chiffres, on les mettra en bio et dans la vidéo. Non. Mais alors, j'aimerais du coup qu'on fasse évoluer le débat et qu'on déclare du coup la mi-temps ouverte et qu'après on bascule justement sur les solutions et peut-être les grands chantiers de la France dans le quinquennat qui va arriver. Quelle est, vous, une anecdote personnelle qui vous rend sensible justement à cette logique de nuance et de radicalité dans les idées, dans les propos et dans les réformes, comme tu disais toi-même, Rémi? Comment voyez-vous la radicalité ou la nuance comme étant le fer de lance de quelque chose de positif pour la France? Par exemple, je sais pas moi, ne serait-ce que par exemple Marine Le Pen, si on en prend l'exemple. Non mais une anecdote personnelle. Ah, une anecdote personnelle? Oui, personnelle. C'est-à-dire, qui ferait que quoi? Qui te serait arrivé dans ta vie et qui te rendrait plus sensible à titre personnel sur justement ces logiques. Sur la radicalité? Oui, sur la radicalité. C'est Éric Zemmour. Quand je le regardais, c'est tout simple, c'est tout bête. Quand je le regardais étant un peu plus jeune à la télé, dans On n'est pas couché, je le voyais seul face à toute cette bande là qui s'en prenait à lui. Très courageux, toujours fort dans le verbe, etc. C'est autre chose qu'Hidalgo quand elle parle, je veux dire très fort dans le verbe, etc. Vraiment un mec. Pourquoi attaquer Hidalgo? Parce que. Fort vraiment... avec les faibles et faible avec les forts, ça on connaît. Ouais. Zemmour. Bon, moyen. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a du verbe, qui a du charisme, etc. Et donc on voyait bien que c'était quelqu'un de radical. Quand il parlait, il n'hésitait pas à dire des choses qui dérangeaient beaucoup à l'époque. Il pleurait tout sur le plateau, non mais comment vous pouvez dire des choses pareilles, etc. Et je me disais, cet homme-là, il va convaincre, quoi. S'il continue de parler comme ça, il dit des choses qui sont réelles, il va au fond des choses. Je pense qu'il peut faire quelque chose, quoi. Je me disais, c'est l'homme dont on a besoin. Pas quelqu'un qui va nous dire non, il faut pas faire ça, ça va pas plaire, etc. Non, même si ça plaît pas, il le dit. Il dit ce qui est vrai, il dit ce qu'il pense, mais il s'appuie sur des faits concrets pour pouvoir exposer ses idées. Et je pense que la radicalité aujourd'hui est en soi quelque chose d'important. Ok, donc c'est vraiment... Même déjà à cette époque-là, tu te projetais comme étant un soutien politique de s'il faisait de la politique, oui, je me disais que peut-être un jour, je pourrais peut-être le soutenir s'il faisait de la politique, mais bon, il n'y avait pas d'ambition politique à l'époque, enfin peut-être qu'il en avait, mais il n'en parlait pas en tout cas. Donc voilà, il était encore journaliste, pas polémiste comme on aime bien dire à tort, non, journaliste, écrivain, non, auteur, et donc, non. Et donc du coup... Il faisait la polémique. Non, et donc non, il faisait la polémique parce qu'il disait des vérités, c'est tout. Et donc du coup, voilà... Comme le fait que les femmes ne peuvent incarner le pouvoir, j'imagine. Je ne vais pas parler de ça. Non, mais donc du coup, je sais pas de quoi tu parles, mais donc du coup voilà. Et donc du coup voilà, je pense qu'Éric Zemmour peut convaincre par cette radicalité. Je suis un étudiant boursier. Je touche la bourse, je suis échelon 5, je touche 465 € de bourse. Cette bourse-là, je la touche parce qu'il y a eu des combats politiques. Donc je lis un truc personnel là, du général parce que je touche la bourse. Sans cette bourse, je n'aurais pas pu monter à Paris. Je n'aurais pas pu étudier à Paris parce que je viens du Cantal, je viens de l'Auvergne, c'est un peu le provincial qui monte, vous voyez. Et cette bourse, pourquoi elle est là? Parce qu'il y a eu du combat politique derrière. Il y a la gauche qui a créé les bourses étudiantes, qui les a augmentées en tout cas, qui a augmenté les minima sociaux. Donc cette méritocratie républicaine-là qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Il n'y a que des exceptions. Moi je suis conscient peut-être d'être une exception parce que je viens d'un milieu très modeste, je viens du Cantal, je monte sur Paris, je suis dans une faculté dite prestigieuse parisienne. Je suis une exception parce qu'il y a beaucoup de reproduction sociale dans ce pays.
la promesse républicaine méritocratique n'existe pas, et c'est le pire des problèmes. Pas ou plus. Elle est en panne. Il y a des exceptions, mais en majorité elle est en panne. Sinon on aurait davantage de fils d'ouvriers dans les bancs de la fac ou en école de commerce. Donc le fait que je touche cette bourse, je regarde d'où elle vient et je vois les combats politiques sur le temps long, qui sont une forme de lien entre radicalité et synthèse. Parce que c'est le PS avec d'autres partis politiques aussi, lorsqu'ils ont été au pouvoir, qui l'ont mis en œuvre. L'augmentation des minima sociaux, le Parti Socialiste le fait avec Mitterrand, avec Hollande, avec Jospin, avec la baisse du temps de travail, etc. Ce sont des constructions sur le long terme. C'est radical, parce qu'aujourd'hui, expliquer à quelqu'un que non, un chômeur n'est pas un assisté et ce n'est pas la personne qui prend tout l'argent dans le pays, c'est compliqué. Parce que c'est admis aujourd'hui qu'on considère que les gens sont des assistés. Sinon, on ne parlerait pas de conditionner le RSA, etc. Expliquer à quelqu'un que non, ce n'est pas l'étranger qui vient piquer votre travail, etc. C'est compliqué. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, on le voit aujourd'hui. Je termine mon anecdote personnelle. Par conséquent, je regarde cette bourse et je me dis il y a du travail derrière qui lie radicalité et réforme. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut être radical dans la réforme. Il faut pas. Il y a ceux qui disent social traître. Il y a ceux qui parlent de la social traîtrise et il y a ceux qui font le social. Moi, je considère qu'il faut faire le social. Ok, je comprends très bien. Donc, on va passer à des questions peut-être un peu plus concrètes, un peu moins philosophiques, dira-t-on. Cette radicalité, voire cette nuance, elle est au service de quelle grande cause à titre personnel, et plus globalement, pourquoi ces priorités sont aussi évidentes pour certains dans votre propre prisme et qu'elles ne l'est pas pour d'autres? Si jamais ta priorité c'est l'identité française ou l'immigration, pourquoi c'est aussi évident pour toi et ça ne l'est pas pour Rémi? Si ton évidence c'est le social, pourquoi c'est aussi évident pour toi et ça ne l'est pas pour toi? C'est étroitement lié. C'est étroitement lié, je pense, la France et le social, puisqu'aujourd'hui, comme l'a dit Rémi, on a encore beaucoup d'étudiants qui sont précaires, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans des situations de grande précarité. Pour prendre ma situation personnelle, j'ai connu ça il y a quelques temps, ça a été assez compliqué, donc j'y suis assez sensible aussi, voilà. Et je pense que défendre la France, c'est défendre les Français avant tout également, et donc s'occuper des Français qui sont aussi dans le besoin. C'est pas que s'occuper des étrangers qui viennent, etc. Il faut aussi, non, il faut pas s'occuper que de ça. Il faut aussi s'occuper des Français qui souffrent. Mais bien entendu, mais comment on fait? Bien entendu. Il faut oui, mais d'accord, mais c'est pas la gauche qui peut faire ça aujourd'hui. Il faut s'occuper. Qui l'a fait? Il faut s'occuper aujourd'hui. Éric Zemmour s'occupera de chaque Français qui souffre. Il s'occupera de redonner les aides aux gens qui en ont besoin. Mais au-delà de Zemmour, quel est toi ton avis sur la question? Mais moi je pense tout simplement qu'il faut commencer par expulser. Social, on va expulser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Expulser. Putain, mais on parle du social. En effet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On expulse. On expulse. Mais est-ce que je peux continuer? Ah mais tu peux, vas-y. C'est vrai? Ah oui, je t'autorise. Je disais tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas. Hein, même si ça semble te faire bouillonner, mais on n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez accepté de monde. Ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque-là, et il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. Hein. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura plus de Français, mais bien que des Africains, tout ce qu'on veut. Donc voilà. Et d'ici, si c'est des Africains du Sud, ça va? Non, mais ça c'est identitaire. Comment? Pardon? Si c'est des Africains du Sud, ça va. J'imagine, parce que c'est pas le problème des Africains, parce que c'est pas un pays, l'Afrique. Mais on va pas parler de ça, c'est bon. On va parler du social, parce que bon, on va arrêter. Ça, c'est pas social, c'est identitaire. Oui. Non, mais il a du mal à répondre sur le social. Non mais d'accord. Non mais sur le social, il faut venir en aide aux Français qui sont dans une situation de précarité. Il faut faire en sorte que les étudiants qui soient dans une situation précaire aussi puissent pouvoir vivre décemment quand ils font leurs études. Et les étudiants apporter. Quoi, les étudiants étrangers? Ils repartent chez eux à la part de leurs études. Et donc on accepte les étudiants étrangers qui étudient, très bien. Voilà. Et ensuite, j'ai pas dit. Ils repartent à la fin de leurs études. Ah donc on les aide quand même, les étudiants étrangers. Voilà. Et ensuite. Comme quoi ils sont pas tous mauvais. Quelqu'un qui vient étudier, c'est pas forcément. Pardon, mais c'est un tiers de l'immigration. Quelqu'un qui vient étudier n'est pas un délinquant. C'est un tiers de l'immigration. Pardon. Déjà, il y a une bonne partie qu'on laisse tranquille, c'est très bien. Non, mais évidemment, toute l'immigration n'est pas achetée à la poubelle. Évidemment. Et le tiers qui vient pour la famille aussi, on la jette ou pas? Parce que c'est important d'être lié avec la famille. Oui, non, ça. Non, de venir pour être proche de sa famille, les gens qu'on aime et avec qui on vit. Non. La famille, c'est une notion importante, la famille, je crois. Ah oui, en effet. On est d'accord. En effet. Bon, mais alors. Mais c'est un peu trop facile. Pardon, mais voilà, c'est pas une raison d'accueillir tout le grand remplacement africain pour pouvoir. Non, mais pardon, mais pour pouvoir retrouver sa famille. Ça, c'est une excuse. Sa famille, voilà, ils sont 55, c'est facile. Voilà, on retrouve. C'est très caricatural. Oui, mais c'est souvent comme ça. Donc voilà, c'est comme les mineurs isolés qui ont 41. Non, mais c'est comme les mineurs isolés qui ont 41 ans. À un moment donné, faut pas nous prendre pour des cons. Voilà, ça marche pas comme ça aujourd'hui. On se fera plus avoir et il faudra, à mon avis, à tour de bras ou plutôt à tour de charter, refaire rémigrer tout ce monde-là.
gentiment. Mais voilà, concernant le social, je pense qu'il faut s'occuper des 9 millions de pauvres qu'il y a aujourd'hui, de toutes les personnes... non mais je suis pas président de la République, je suis pas candidat moi. Ben moi et s'occuper... Ah bon? Ah ouais, tu vas lesquels? voir, je vais peut-être en terminer. Alors, lesquels? tu as raison, mais on va être très, très clair. Le problème social dans ce pays, il est systémique. Oui. C'est-à-dire qu'on a un problème, et il faut le dire les choses très clairement, c'est l'héritage. On est dans un pays où il y a une volonté de dire, quelle que soit votre origine sociale, ethnique, culturelle, vous avez les mêmes chances de réussir. C'est faux. C'est vrai. Donc il faut que les gens comprennent, c'est faux. Par conséquent, il faut faire en sorte que celles et ceux qui héritent souvent, parce que en fait c'est ce processus de reproduction sociale, ils héritent non pas seulement de biens économiques, mais d'un bien culturel, des savoir-être, savoir-faire qui permet d'évoluer dans la société plus facilement. Donc il faut repartager tout cela. Il faut que l'impôt soit payé par celles et ceux qui touchent le plus. Il faut que l'impôt soit payé par celles et ceux qui ne payent pas l'impôt aujourd'hui, avec tous les scandales qu'on voit notamment avec Emmanuel Macron, avec la fraude fiscale qui est estimée entre 80 et 120 milliards d'euros. C'est un peu plus que la fraude sociale aux aides sociales qui existe, qui est un peu moins de 1 milliard d'euros. Donc qui sont les assistés? Qui profitent vraiment du système de l'optimisation fiscale? C'est pas la personne qui touche le chômage. Parce qu'on ne survit pas avec le chômage. Personne n'a dit cela. Non mais tu dis, enfin, j'ai fini. C'est la personne qui a les moyens, par exemple, de se payer un avocat fiscaliste pour aller mettre son compte en banque dans un paradis fiscal. Donc on a l'argent, on sait où le trouver. Il faut juste aller le chercher. Pour s'occuper des personnes qui sont les plus pauvres. Alors, je le dis quand même, c'est comme les questions de remigration qui sont concrètement très compliquées à mettre en place. La lutte contre la fraude fiscale c'est très compliqué à mettre en place également. Il y a beaucoup de paradis fiscaux qui ne collaborent pas de une. Bah et de deux, il faut tracer les fonds. Et le fisc est peut-être l'administration publique la plus performante et compétente à la base. Elle a quand même énormément de mal à mettre la main sur tout, mais je te laisse continuer. Je voulais juste faire cette précision. En 2016, sous le mandat de François Hollande, on a réussi à choper 8 milliards d'euros d'évasion fiscale. Donc c'est possible d'avoir de l'argent qui vient de l'évasion fiscale. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible. Pas impossible. Donc on peut lutter contre l'évasion fiscale. Pour faire en sorte que les personnes qui sont dans une situation précaire ou qui sont fils d'ouvriers, fils d'employés, etc., puissent avoir une ascension sociale. Et encore, vous voyez, l'ascension sociale, c'est de se dire qu'un fils d'ouvrier va devenir cadre. Mais est-ce que c'est vraiment ça réussir? Donc en fait la question elle est très simple, c'est comment faire pour faire en sorte que les gens vivent dignement, vivent de leur travail, parce qu'il y a des gens qui veulent vivre de leur travail lorsqu'ils se plaisent dans leur travail, ce qui n'est pas souvent le cas, et comment faire pour anticiper aussi la robotisation et l'automatisation des gens, l'automatisation des moyens de production, parce que ça va être une grande question qui va mettre beaucoup. Je suis très content que tu en parles, c'est un vrai sujet effectivement. Bien sûr, et on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Parce que dans cette présidentielle on parle d'immigration, ce qui est un sujet, mais on ne parle que de ça, alors qu'on va pas parler des milliers de personnes qui vont être mis au placard parce qu'on va remplacer les caissières et les caissiers par des caisses automatiques. C'est un sujet important également, il faut le préciser. Ça ira même jusqu'à des avocats ou des et même la justice, bien entendu. Parce que remplacer un avocat ou un médecin, c'est un sujet qui est important aussi, évidemment. Parce que remplacer quelqu'un qui coûte 100 000 euros ou 200 000 euros par an, capitalistiquement, c'est un bon investissement pour le robotiser. Je le précise pour dire que c'est un vrai sujet. Mais on n'en parle pas assez dans la campagne, il faut le reconnaître. On n'en parle pas assez dans la campagne. Oui, mais justement, c'est peut-être parce que aussi les sujets sont un peu, au-delà de la campagne, même dans le pays, sont un peu pollués parfois par des débats à répétition. Du genre par des débats à répétition sur, en fait, le social, ça ne serait globalement que les gilets jaunes et les fins de mois difficiles, et l'identité ne serait qu'une question d'immigration. Et je trouve que parfois, il y a beaucoup de sujets. On parle de la robotisation, mais il y en a pour prendre des centaines, qui sont aussi des sujets ultra importants dont il faudra se préoccuper et dont on se préoccupe pas et dont aujourd'hui le privé, évidemment, en fait, prend le contrôle de ces sujets-là. Mais parce que l'enjeu majeur en 2022, c'est de régler le problème de la sécurité des Français, qui n'est plus assuré par le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui ne l'a pas été sous le gouvernement de François Hollande du tout. Mais aussi, même si on était dans un état d'urgence permanent, d'ailleurs, régime d'exception, mais je dois le dire, aujourd'hui, il y a un problème de sécurité en France qui est important de résoudre, qu'on ne peut pas faire passer à la trappe. Tu as tout à fait raison, et il y a même un gros souci d'insécurité économique, parce qu'on va revenir sur le sujet de l'insécurité économique. Non, d'insécurité économique tout court. Non. On parle des agressions, on parle des meurtres aujourd'hui, qui sont très fréquents, qui sont causés par... Ils sont pas plus fréquents qu'avant. Si. On va regarder. On va pas regarder les chiffres de l'INSEE, on les connaît très bien. Mais qui sont trafiqués par ailleurs. Enfin, on va parler de chose, de l'immigration et de la sécurité. Pourquoi ça gêne autant la gauche de parler de ces sujets qui sont... Même, je peux te parler d'identité française. C'est vrai. Tu sais quel est le mot nation, il vient d'où? Le mot nation. Non mais je veux dire, le mot nation, la première fois qu'il est prononcé, c'est lors de la bataille de Valmy. Et alors? Les républicains qui utilisent le terme nation face aux monarchiques. Et alors? C'est un mot de la gauche. La définition de la nation, il y en a plusieurs. Il y a celle d'Éric Zemmour qui est reprise, c'est celle de Schmitt, c'est l'allemande. Il y a la française, celle d'Ernest Renan. Ça y est, forcément. Oui, tout à fait. Il y a la définition de la nation, la française, celle d'Ernest Renan, qui dit ce sont plusieurs personnes qui viennent pas forcément du même milieu, ou même des mêmes horizons, mais qui ont une volonté, celle de vivre ensemble. Ça, c'est ma conception de la nation française. Et la nation de Schmitt, laisse-moi finir. Non, la nation française. Non, la nation française. Non, mais la nation française. Il y a des règles, il y a des traditions à respecter. Il faut laisser finir. Non, mais franchement. Laisse juste terminer Rémi sur Schmitt. Vas-y, termine sur Schmitt après Tanguy Tanguy. Ça, c'était la définition de la nation d'Ernest Renan, celle qui est française, avec un partage d'une histoire commune, bien entendu. Et il y a la définition de Schmitt, l'allemande, qui explique que, et c'est ce d'ailleurs
les nazis se basaient sur cette... Oh. Mais non, mais c'est un fait historique. Se baser sur cette définition, c'est le partage d'une histoire commune, comme Ernest Renan, d'un passé commun, comme Ernest Renan, et d'un sang commun. Et ça, il y a la conception de race. D'un côté, il y a la conception de race, et d'un autre, il y a la conception de la volonté de vivre ensemble. Eric Zemmour n'a pas parlé de race. Je ne parle pas d'Eric Zemmour, là, je parle de la conception on ne parle pas de race. Je ne parle pas d'Eric Zemmour, je parle de la définition. Moi, je te dis qu'on ne parle pas de race. Mais tant mieux, voilà. Encore heureux. Personne n'a parlé de race. Mais encore heureux. Mais la question, je te dis, la volonté de vivre ensemble, c'est possible, même si la personne n'est pas née en France ou pas. Mais oui. C'est-à-dire qu'on peut vivre ensemble avec quelqu'un qui vient d'Algérie. Mais tout à fait. Ils ne sont pas à jeter ou à renvoyer chez eux. Mais qui a dit le contraire? Qui a dit qu'on ne pouvait pas vivre ensemble avec quelqu'un qui vient, qui se comporte correctement? Qui se comporte correctement, mais encore faut-il qu'il ait la même... Non mais est-ce que quelqu'un a dit ça? Tu l'as dit durant tout l'interview. Bon, tu ne m'as pas écouté. J'ai dit que les personnes... Non mais j'ai dit qu'on ne pouvait pas vivre ensemble avec les personnes... Avec les délinquants, tout simplement. On peut pas vivre... Les délinquants français, on peut pas... Mais ils sont sanctionnés par la justice française aussi, tout simplement. Voilà, il y a une justice en France. Mais voilà, qu'il faut rendre plus ferme d'ailleurs, il me semble. Mais tout simplement, je pense que les délinquants étrangers, on n'a pas à s'imposer de vivre avec ces gens-là. Pardon, on n'a pas à s'imposer à vivre avec des personnes qui viennent pour agresser, pour violer, pour tuer. Pas pour agresser. Ils viennent. Si, nous n'avons pas besoin de ces personnes-là. C'est la généralisation que tu fais qui rend flou en fait ce que tu définis. Non. Mais non. Par contre, quelqu'un qui est algérien, bon bah il vit en France, le mec il vient, pardon, il travaille. Mais la majorité il fait sa vie, enfin il dérange personne, il n'y a pas de souci. Mais celui qui vient, qui tue, etc., qui viole, pardon du mot, mais il dégage. Franchement, on n'a pas besoin des gens qui viennent comme ça. Dans ton discours, parfois on sait même pas si tu pensais ça aussi. Mais si, je le dis très clairement. Moi, quelqu'un qui vient, moi je viens d'ailleurs, moi, il faut le savoir. Hein, je viens d'Afrique. Mais est-ce que je suis un délinquant? Non mais je vais vous dire franchement, si un jour, je sais pas moi, je commets un meurtre, etc., qu'on me renvoie chez moi. Et t'as la nationalité française? Non mais je veux pas le savoir, pardon, mais ce sera la pure logique. Ce sera la pure logique. Mais ça me regarde. Évidemment, mais ce sera la pure logique. C'est attentatoire à sa propre liberté de demander. Ce sera la pure logique. Ce sera de la pure logique et du bon sens. Si un jour je commets un crime, que je fais une connerie, ce genre de choses-là, évidemment, j'ai rien à faire ici. Mais t'as la nationalité française. Je viens d'ailleurs, si je viens pour faire des conneries, j'ai rien à faire ici, pardon. Mais si t'as la nationalité française. Non mais arrêtez avec la nationalité. Mais non mais c'est la question que je viens poser ici, on aux gens parle que tu veux aujourd'hui expulser. de personnes, on parle de civilisation, on parle pas de nationalité. On parle pas de nationalité tout de suite. On parle de nation, on parle de vivre ensemble. Non, mais la nation, c'est notre communauté nationale, ça c'est la nation. Qui est diverse. Dont il faut être fier. Dans quel pays? Juste pour te répondre Dans quel pays? Qui est diverse. On parle de quel pays? La culture française, c'est une culture diverse. Ah bon, c'est une culture, et je l'ai rappelé tout à l'heure, les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, comme disait Sarkozy, on a été colonisé par les Roms, ensuite on a colonisé, et juste un chiffre très simple qui est très intéressant, 70% des... Parce que j'ai fait des fiches, je me suis préparé. 70% des hommes immigrés ont un emploi. D'accord? Donc, comment on fait des chiffres de l'INSEE encore? Mais oui. Pour changer, tiens. Mais Zemmour utilise aussi les chiffres de l'INSEE, mais enfin, il faut pas. Ça, c'est très intéressant. C'est comme la technique de Trump. Je t'accuse pas, enfin, si tu aimes bien Trump. C'est de remettre en cause, et c'est peut-être un peu une idée de complot aussi derrière. Ah, les chiffres sont faux. Quel chiffre Trump a mis en cause? Ceux de la présidentielle? Non, c'est la présidentielle. Mais je parle pas de ça, mais je parle sur les 70%. Tu me dis quel chiffre pour discréditer l'INSEE? Tu m'as parlé de Trump. Oui, mais quel rapport? C'était un exemple. Parce que Trump souvent utilisait des fake news ou des choses qui étaient fausses. Quand il remet en cause l'élection des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais. Il n'avait pas été réélu, Donald Trump. Non, mais c'est pas le sujet, il n'a pas été réélu. Il y a eu une élection, certes, qui s'est déroulée dans les conditions qu'on connaît. De très bonnes conditions. Ah oui, c'est sûr. Ça fait très langue de bois. Et Trump a. Bah oui, mais bon. Et Trump, Trump a perdu, c'est comme ça, voilà. Ah, il a perdu. Mais c'est pas pour autant que je le considère responsable comme de l'assaut du Capitole. Qui a été orchestré par ses partisans qui sont un peu exaltés et qui ont envahi le Capitole. Oui, tu serais d'accord? Ah bah après c'est peut-être Boulanger voulait faire ça en France. Mais il avait perdu son courage au dernier moment, il voulait prendre d'assaut l'Elysée, il a perdu son courage. Je m'attendais à ce que tu me parles du 6 février 34 plutôt. Mais voilà, non, tu vois que Boulanger. J'ai pas la date. 6 février 34. Mais si, les ligues d'extrême droite à Paris veulent prendre d'assaut le Palais Bourbon. Oui, d'accord. Mais ils ont renoncé au dernier moment. Eh oui. Comme quoi? Ils voulaient renverser la République, ce que je condamne évidemment. Il n'y a pas à renverser la République. Tu es républicain? Évidemment, il n'y a pas à renverser la République. Je ne veux pas prendre ta place, mais deux petites questions. Vas-y. Parce que la 5ème République, la République française, il y a des. Prends la tienne du coup. On peut changer. Il y a des moments qui fondent une nation, qui fondent un passé commun. La République, c'est deux moments, je pense. C'est Dreyfus et c'est Vichy. Parce que c'est un rapport particulier au régime politique que l'on souhaite. Dreyfus, il y a les anti-Dreyfusards, les Dreyfusards, il y a une volonté un peu
retour monarchique, on dit bon ben Dreyfus est juif, donc il est contre la France, il est avec les Allemands. Et Vichy, c'est plus la République, c'est un système fasciste, c'est un système dictatorial, et il y a un rapport à la République particulier. Et lorsque Éric Zemmour remet en cause, parce qu'il l'a fait, l'innocence de Dreyfus, il le sous-entend, et lorsqu'il considère que Pétain n'a pas à sauver les Juifs français, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Éric Zemmour n'a jamais dit aussi plus fort, que Pétain n'avait. Non, mais c'est pas grave. Éric Zemmour n'a jamais dit cela. Il a dit que Pétain avait protégé certains, certains Juifs français. Sauvé, non. Protéger certains Juifs français. En tout cas, pourquoi ça sert à quoi de dire ça? Voilà. Mais il faut pas le dire. Pourquoi il faut pas le dire? Parce que c'est faux. Mais non, mais ça sert à quoi de dire ça? Il y a plein d'écoles maternelles où c'est terrible d'ailleurs. Dans Paris, tu as des plaques où il t'explique que des enfants juifs, français ou non, ont été expulsés et ont été gazés à Auschwitz. D'accord. Donc on essaye en plus. Voilà. Donc là, t'essayes un peu, voilà, de faire le larmoyant. On parle pas de ça. C'est pas du larmoyant, c'est des faits historiques. On parle pas de ça. Je te dis qu'Éric Zemmour a dit que Pétain avait protégé certains juifs français. Quelques-uns ont été sauvés. C'est la thèse du glaive et du bouclier qui était que De Gaulle était à Londres pour préparer l'offensive et que Pétain était en France pour faire face au régime occupant nazi. Non mais que Pétain était un collabo, on le sait. C'est une thèse qui est ultra contestée quand même de par les historiens. Ah oui, enfin bon d'accord. Mais Éric Zemmour... Moi je porte même pas de jugement là-dessus, je dis juste qu'elle est ultra contestée par les historiens. Éric Zemmour a fait de longues études sur cette histoire, il le sait très bien. Non, il a pas fait d'études d'histoire. Non mais il a étudié l'histoire, je veux dire, il s'est intéressé si tu préfères. Il est pas historien. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il s'était intéressé en profondeur à l'histoire. Tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine, mais il a pas fait d'erreur sur ce sujet-là. Et donc non, c'est faux. Il faut le reconnaître. Et là il y a un problème avec le rapport à la République. Quand tu dis que tu es républicain et que tu dis qu'il n'a pas fait d'erreur en traitant de Dreyfus sur son innocence. J'ai pas parlé de Dreyfus. Vous pourrez voir. Mais Dreyfus était innocent. Enfin. Mais pourquoi? Mais dans ce cas-là, tu n'es pas d'accord avec ce que disait Zemmour. Non mais Dreyfus est innocent. Tu peux considérer que s'il a dit, à quoi ça sert de dire ça? Tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. On le sait. Tu soutiens peut-être Hidalgo et tu n'es peut-être pas d'accord avec toutes ces prises de position. Oui, mais Hidalgo, elle dit pas que Pétain a sauvé les Français. Hidalgo ne dit rien. Mais je veux dire, des choses. Ah bon? Mais elle avait pas le même temps d'antenne que Zemmour, c'est vrai. Oh bah pour dire quoi de toute façon, mais je veux dire voilà. Elle parle de social et d'écologiste. C'est faux. Et donc non, à part défendre l'Ukraine et nous parler. Quoi, il y a pas de défendre l'Ukraine? Non, mais je veux dire. Alors. Et je veux dire à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas de problème de défendre l'Ukraine. Non, et alors? Il faut défendre l'Ukraine. Mais du coup, il faut défendre l'Ukraine contre Poutine. Poutine. Mais du coup, là c'est compliqué. Non mais il monte sur des ours, il est viril. Évidemment. Non, mais Poutine est un homme qui a fait régner l'ordre dans son pays, mais qu'il faut condamner par la peur et la. C'est pas vrai. Si c'est ton par la loi. Dans ce cas-là, on va pas voter. Par la loi. Mais la loi, c'est pas. Par la loi russe. C'est pas lui la loi. Il y a une justice en Russie. La réalité, c'est que Macron, s'il veut passer des lois, il se prend des manifestations de dingo dans la rue. C'est Macron. En fait, mais Poutine, il faut respecter la loi. Mais évidemment. Et donc quand Zemmour est condamné pour incitation à la haine, il a pas respecté la loi. Alors c'est ça. Ça c'est intéressent. C'est un délinquant. C'est très intéressant. Éric Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale. Les étrangers, les délinquants, les mineurs isolés ne sont pas une race. Il a dit que les mineurs isolés étaient tous des violeurs, tous des criminels et tous des voleurs. Bien sûr. Et alors? Bien sûr. Et alors? Non mais il a dit ça. Mais bien sûr. Mais Éric Zemmour d'ailleurs a dit qu'il avait. Enfin voilà. Il a dit ça certes, mais je vois pas en quoi les mineurs isolés sont une race. C'est pas le... Il a été condamné pour incitation à la haine raciale, nous sommes d'accord. Les amis, revenons du coup à cette question centrale qui est... Mais pourquoi ça dérange? Éric Zemmour, pardon. Non mais on s'en fout pas, pardon. Mon candidat a été condamné pour incitation à la haine raciale. Je veux qu'il me dise pourquoi. Je veux qu'il me dise pourquoi. Mon candidat... Non mais mon candidat respecte la loi, respecte les règles, contrairement à d'autres. Sauf quand il me Mon candidat n'est pas un délinquant sexuel. Ah ben pourtant il est accusé de pléthore d'agression sexuelle. Mon candidat, contrairement à gauche, nous on n'a pas de personnes, voilà, qui... On n'a pas de pédophiles, on n'a pas de Cohn-Bendit, on n'a pas de machin comme ça. Enfin, on va pas pardon, on va pas traiter voilà, des c'est pas Éric Zemmour le délinquant non plus. Pardon, on va pas traiter des rencontres qu'il peut faire avec une fille de 14 ans. De qui tu parles? On va pas, non mais on va pas aller sur ce sujet. De qui tu parles? Des personnalités on peut y aller. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet, c'est quelque chose de grave. Ce sont des délinquants. On s'en fout complètement. On s'en fout pas, c'est parce que ça dérange, il me semble. Non, c'est juste que j'aimerais qu'on se concentre sur des sujets plus intéressants. Oui, bah voyons, oui, c'est ça. Oui, non mais si, réellement, et qui sont globalement quelles sont en fait les directions qu'on doit donner à notre pays, parce que la réalité très concrète, c'est que mine de rien, nous on va commencer à vieillir et on va commencer, je sais pas ce que vous ferez de vos vies, mais vous allez commencer potentiellement à prendre aussi vous-même peut-être des fonctions politiques à terme, d'élus locaux, de députés, d'assistants parlementaires, voire même si jamais vos partis sont élus à terme potentiellement des secrétaires d'État. Qu'est-ce que vous ferez vous quand vous serez dans ces positions-là en fait aussi. Mais c'est une bonne question parce que pour le coup, je le dis, mais c'est le cas d'énormément de Français, on en a un peu marre parce qu'on a l'impression d'être extrêmement éloigné des politiques qui nous gouvernent. C'est l'impression que ça donne et pourtant on les voit sur des plateaux de télé toute la journée de débattre, mais on a l'impression qu'ils sont très loin de nos considérations. Quelles sont vos considérations? Mais pourquoi ils sont loin? Parce que leur situation, enfin, si on veut se sentir proche des gens
qui nous représentent, il faut voter pour des gens qui nous représentent. La situation sociale des personnes que l'on élit est importante. À partir du moment où l'Assemblée nationale est composée non pas d'ouvriers ni d'employés, mais de seulement presque que des cadres ou des chefs d'entreprise, il y a un problème, mais c'est le cas. Franchement. Il faut repenser, il faut regarder l'origine sociale des gens. Il y a près de 20% d'ouvriers, 20% d'employés dans ce pays. On est une majorité. Tu voudrais une assemblée qui soit exactement proportionnelle? Non. Que l'assemblée soit composée d'ouvriers ou pas. Quel est le problème? Ce sont des élus du peuple. Ils représentent le peuple. Non, mais pardon, c'est scandaleux. C'est ce qui compte. Ces gens, c'est scandaleux. Ces gens sont élus. Ils représentent le peuple. Quel est le problème qu'ils soient d'origine? C'est pas un problème. Je dis qu'il n'y en a pas assez. Et alors, comment? Tu n'as rien contre les députés En Marche. Mais ce sont des élus de la nation. Je ne vais pas les attaquer parce qu'ils sont ouvriers, parce qu'ils sont cadres ou entrepreneurs. Je m'en fous. Non, mais je les attaque pas. Ce sont des élus de la nation. Ils ont été élus par le suffrage démocratique par le peuple, la République, comme on disait tout à l'heure. Et donc, il est important que, enfin voilà, ils ont ce statut-là. C'est comme ça. J'ai pas pu finir. C'est pas grave. Je veux dire, c'est comme ça. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je m'attaque pas aux gens qui sont cadres et chefs d'entreprise. Je les respecte. Ce que je dis, c'est que si on souhaite être représenté par des gens qui nous ressemblent, il faut que l'accès à la politique ne soit pas réservé aux filles et fils d'eux. Aux filles et fils d'héritiers, de familles politiques ou de familles qui sont dans des entreprises ou dans l'économie depuis longtemps. Il faut faire en sorte que les personnes... Parce qu'en fait, la politique, c'est la vie de la cité. Donc, il faut que ce soit les gens qui soient au plus près des choses, qui en agissent. Donc moi, j'invite les gens qui en ont marre ou qui ne se sentent pas représentés à aller vous investir dans les partis politiques, déferler dans la rue, déferler dans les partis politiques, déferler dans les associations politiques, déferler partout là où vous pouvez avoir de l'influence. Venez débattre si vous êtes invités, et merci d'ailleurs pour l'invitation, pour débattre. Il va bientôt nous appeler à la barricade et aller. Mais non, mais on y est presque. Continue, il faut faire en sorte que l'accès aux partis politiques, à la vie politique, aux institutions, et d'ailleurs Montebourg avait fait un truc intéressant, je ne soutiens pas Montebourg, mais un truc, un parlement avec former les gens qui viennent de milieux ouvriers, employés, au code, parce qu'il y a des codes dans la vie politique qui ne sont pas donnés à toutes et tous. Il faut peut-être en effet porter le costard ou avoir les moyens de... Je le porte aussi. Tu portes admirablement bien. Oui, je le porte très bien. J'aurais mis une cravate rouge, moi, mais c'est pas grave. Donc il faut faire en sorte que les gens puissent pouvoir être proches de leur politique. Et moi, j'ai une chose sur ça. On dit que Macron, en effet, est très éloigné. C'est vrai. Hollande, en 2012, il disait « Je serai le président normal ». Et il était ce président normal, il n'était pas dans les artifices. On a reproché à Sarkozy d'être bling bling, et c'est très grave, avec ça, les montres, etc. C'est très mal. Et les gens n'étaient pas forcément ravis, même si aujourd'hui on considère peut-être que Hollande ça va, il paraît proche des gens. Il faut plus de choses comme ça. Mais être proche des gens, c'est aussi peut-être faire des politiques plus proches, avec plus de décentralisation, plus de démocratie. Il faut décentraliser. On vit dans une girondine. Non, pardon. Oui. Mais un président de la République normale, comme on dit, c'est pas possible en France. On l'a vu ce que ça donnait que François Hollande. Voilà, ça a été 5 ans de raillerie, 5 ans de moquerie, 5 ans d'humiliation internationale aussi. Voilà, un président international. Ah bon, par qui? Bah écoute, quand on est intervenu au Mali. Non, c'est pas vrai. Quand et le Mali qui nous a très bien traité d'ailleurs. Lui n'invitait pas Poutine à Versailles et il a permis avec Merkel, avec l'accord de Normandie. Bon, bah parce que c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est une bonne technique d'éviter de discuter avec les autres chefs d'État. Là, on discute pas avec quelqu'un. On discute avec tout le monde. Quelqu'un qui a envahi un pays. On doit discuter avec tout chef d'État. Le cas de Poutine est très compliqué parce mais non, on discute plus, on a assez discuté. On n'a pas discuté. On doit discuter avec tout le monde. Quand Zemmour sera élu président de la République, on discutera évidemment avec Vladimir Poutine. On discutera avec tout le monde. Mais il faut faire quoi, le tuer? On doit discuter avec tout le monde. Il faut le soutenir, il faut faire de la diplomatie. Mais bien sûr. La diplomatie, on en a fait beaucoup. Macron, il est allé à Moscou. Et la diplomatie doit primer Poutine. La diplomatie doit prévaloir. Il s'est lui-même en fait mis tout seul. Il a été bête sur le coup. Parce que envahir un pays comme il l'a fait avec l'Ukraine, personne n'y pensait. Même moi, je considérais que ce n'était pas le cas. Les États-Unis le disaient, les services d'enseignement américains. Personne ne les croyait. Moi, je ne les croyais pas. Personne ne les croyait non plus. Mais je pense que c'est peut-être là, on sort du sujet, mais peut-être qu'on conclura sur le conflit russo-ukrainien. Je pense que c'était peut-être même une stratégie américaine de la jouer. Ça va jamais arriver. Il le fait et du coup il se retrouve lui-même piégé dans une espèce mais de... il est prêt à son propre piège aujourd'hui. Que ça allait arriver. Les États-Unis ont prévu non, ça. Joe Biden a dit qu'ils n'interviendraient pas si jamais... Non mais ça, l'invasion allait avoir lieu. C'est une erreur d'un point de vue humain. C'est une erreur d'un point de vue humain, d'un point de vue géostratégique. C'est le meilleur moyen pour les Américains de renforcer l'OTAN aussi. Mais quand le président américain dit on ne va pas intervenir, ça veut dire Poutine peut envahir l'Ukraine, on ne fera rien. Donc pour Poutine, si les États-Unis auraient dit s'il se passe quelque chose, on sera là. Et Poutine ne serait pas intervenu. Oui, mais peut-être que les Américains avaient envie. J'en jurerais pas. Qu'ils interviennent. Je n'en sais rien. Bah non, personne n'a souhaité ça, franchement. Quel intérêt? Ça renforce l'OTAN. Ça renforce l'OTAN, certes, mais je crois pas que ce soit une bonne chose. Crise de légitimité. Je crois pas que ce soit. Au point que Marine Le Pen, Zemmour et Mélenchon, qui sont quand même les 3 candidats qui suivent Macron en termes de possibilités électorales, renforcer l'OTAN. Voulaient sortir de l'OTAN carrément. Pécresse c'est devant Zemmour. Non mais renforcer l'OTAN au prix de vie humaine, est-ce que vous voulez que je vais discuter tous les deux? Oui, tu peux. Ça va? Ça y est?
Bon, et je disais, je crois que renforcer l'OTAN en prix de vie humaine, c'est pas quelque chose dont on a besoin, pardon. Ah, je mais je crois pas que c'est ce qu'aient voulu les États-Unis, franchement. Personne ne souhaitait l'invasion de l'Ukraine, à part Poutine, qui aujourd'hui délire un peu. Mais il faut. Délire pas, non. Tu trouves pas il sait très bien ce qu'il fait, Poutine. Non, mais il sait ce qu'il fait, mais c'est quelque chose de grave que d'envahir, que de déclencher une guerre d'agression. C'est ce que je veux dire par là. Je suis ravi de t'entendre dire que Poutine mène une politique très grave. Juste avant, tu expliquais qu'il tenait l'ordre dans son pays. Je parle de la politique, je parle simplement de la guerre d'agression contre l'Ukraine, je parle que de ça. C'est tout. Donc voilà, je parle de la guerre d'agression contre l'Ukraine qui est un conflit d'agression. L'Ukraine ne lui a rien fait. Je veux dire, pardon, il agresse un peuple. Il y a eu des massacres, on l'a vu à Boutcha, qui ont eu lieu, qui sont absolument ignobles, des crimes de guerre qu'il faut dénoncer, haut et fort. Et voilà, mes pensées vont pour les proches évidemment de ces personnes disparues, et je pense qu'on doit venir en aide de façon humanitaire à l'Ukraine aujourd'hui, mais ne pas intervenir militairement. Il faut faire attention aux influences russes que pourraient avoir certains candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui. J'en connais pas, mais je suis sûr que... Marine Le Pen et Éric Zemmour. Non, mais simplement pour revenir aussi sur le président normal tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'un président dans une république forte, d'un président fort, ayant de l'autorité, mais d'un président aussi qui soit respectable. C'est-à-dire pas d'un président normal, c'est-à-dire pas d'un président qui soit, comment pourrais-je dire, qui n'ait pas un certain prestige, quelqu'un qui incarne la fonction, qui la respecte, la fonction de président de la République. Pour respecter la fonction, il faut respecter les gens. Mais tout et à partir du moment où on fait. divise en permanence et on joue sur cette stratégie-là, moi je considère qu'on peut pas être président de la République lorsque l'on divise en permanence. On divise pas. Mais du coup, on en revient au débat de la radicalité. On débat de départ. Ça veut dire que finalement, quelqu'un de radical a l'air d'être. Non, là je parlais de l'apparence du pouvoir. Oui, mais je sais, mais je lis le sujet à ce qu'on disait au début. Du coup, est-ce que finalement, en fait, quand on est radical, on se met pas dans une position dans les yeux de certains Français et Françaises de justement ne pas pouvoir être considéré comme sérieux. Oui. Et rassembleur pour le pays. D'ailleurs on voit la volonté de Zemmour sur son affiche de paraître plus lisse avec les yeux verts qui sont trafiqués d'ailleurs. Et sur les affiches regardez aussi, mais c'est très important. Ça va pas, Marine Le Pen les yeux verts trafiqués, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a une photo. Mais non, mais franchement, non, c'est pas un souci, on s'en fout. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu voulais pas que je parle tout à l'heure de la vigueur dans la braguette qu'avait Strauss-Kahn, et là tu me parles des yeux verts de Zemmour. Franchement, qu'est-ce que c'est que ces sujets? On s'en fout. Il a fait une affiche qui avait de la communication politique. Mais je dis ça. Et qui parle français, franchement. Oui, mais ça illustre bien le fait qu'il souhaite se lisser. Et enfin c'est pas, je voulais pas. C'est normal, c'est normal. Oui, donc ça montre bien qu'on peut pas être radical. On peut être radical. Il le reste, il a toujours été radical. Dans l'opposition. Il reste radical, Éric Zemmour aujourd'hui, il le restera, soyez pas s'il est président de la République, en tout cas il peut pas. Quand il sera président de la République, il sera toujours aussi radical. Ben non, parce qu'il faut qu'il rassemble, il faut qu'il assure le maintien. Et il rassemblera les Français qui aujourd'hui sont dans cet état d'esprit, en ont marre et ne veulent plus qu'une bande de sauvages, comme ceux qui m'agressent aujourd'hui, continuent à pulluler et à pourrir le pays, tout simplement. Qu'il faut. Non mais oui, on a été assez aimable avec ces gens-là qui nous tuent. Il faut aujourd'hui se débarrasser de cette racaille. Des rugbyman. Il faut aujourd'hui. C'est qui tue des rugbyman dans les rues de Paris ou qui fout des baffes à des femmes? C'était un militant d'extrême droite qui j'espère sera condamné sévèrement par ailleurs, parce que c'est ignoble. C'est très bien. D'accord. Non mais je condamne toute forme de meurtre. Et les saluts nazis dans les meetings de Zemmour, etc. J'ai pas vu de salut nazi, c'en était pas un. Voilà. Non mais il y a pas de ça. On va conclure là-dessus, les amis. J'étais vraiment ravi de faire ce débat. Je trouvais que le verbe était haut et les blagues très présentes. Ça faisait très plaisir. Il faut continuer sur vos lancers et peu importe. Tu sais, je vais te dire un truc rapidement. Moi, quand je te dis que je suis touché par tout ce qui est social, etc., c'est parce que moi-même, alors. Je dis pas que à cause de ça, mais moi-même j'ai connu récemment, personne ne le sait jusqu'à là, une situation précaire. J'ai passé la nuit à la rue, si tu veux tout savoir. Ça a été très compliqué pour moi ces derniers temps. Et je sais aujourd'hui ce que c'est. Je sais ce que c'est que de vivre ça. Et j'ai franchement pas envie que d'autres personnes continuent à vivre ça. Donc ça me fait franchement mal et ça me fait franchement de la peine de voir aujourd'hui des Français qui souffrent de ce genre de situation de précarité. Je pense qu'il faut vraiment urgemment leur venir en aide et que le prochain gouvernement devra mettre en place un plan d'urgence pour venir en aide à ces Français qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans le besoin vraiment, parce que c'est une situation qui est tout simplement terrible. Mais dans ce cas-là, il faut parler davantage de social que d'immigration et de sécurité. Il faut en parler tout autant. Et ça va être, j'ai envie de dire, un problème réglé ou un problème qui va gronder dans les prochaines années. Merci beaucoup les amis. Continuez vos engagements respectifs et continuez de vous battre pour la un France. Pays. Bah non, mais surtout pour la vision que vous avez de Impossible la n'est pas français. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi. C'était quelquefois un peu décousu, mais j'espère que c'était très intéressant. On se retrouve très bientôt pour d'autres débats, d'autres interviews, d'autres vulgarisations et d'autres tables rondes. C'était Valran pour le Crayon. Donnez vos avis en commentaire et débattez dans le respect. Merci. Ciao. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valran. Ciao.